Salut à toi, jeune entrepreneur. Bon, les chimistes, aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo parce que ça va être beaucoup trop long par écrit. Autant pour vous que pour moi, ça va être carrément trop long. Moi, ça aurait nécessité que j'écrive des 1000 lignes en plus pour que ça soit détaillé. Et vous, ça aurait été beaucoup trop long à lire. Ça aurait pas été pédagogique. Donc, on va faire ça sous forme de vidéo. Et je vais essayer de vous expliquer ce que je sais. Donc, moi, je suis pas un grand économiste, hein, je suis personne, je suis une cacahuète. Mais en tout cas, ça m'intéresse et ça me passionne un minimum. Du coup, ben, j'ai essayé de comprendre et je vais vous transmettre ce que j'ai compris. Alors, j'ai pas la science infuse, il y a sûrement des trucs sur lesquels j'aurais tort et vous pourrez me le dire. Mais je vais essayer d'être le plus précis, le plus clair possible pour vous expliquer ce que je sais du fonctionnement du marché. Donc alors, l'introduction, l'économie moderne suit un cycle précis de 4 étapes majeures depuis plus de 150 ans maintenant, auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Nous ne pouvons pas échapper, pourquoi? Parce que si on y échappe, c'est-à-dire que le système s'est cassé la gueule. Ce système économique-là repose clairement sur ces 4 étapes. Donc l'expansion, la crise, la récession et la reprise, l'expansion, etc. Le système économique dans lequel on est repose entièrement sur ces 4 étapes. Et du coup, si on y échappe à ces 4 étapes, c'est que le système s'est clairement cassé la gueule. Et donc, soit c'est Walking Dead maintenant, le monde c'est Walking Dead, soit on est parti sur une nouvelle économie, un nouveau système économique. Et donc, du coup, il sera potentiellement plus ou moins bien, mais bon, là, on en est très loin en tout cas, et on ne sait pas de quoi ça sera fait. Donc là, on va se baser sur ce qu'on sait, sur les données passées, et on va analyser tout ça, on va essayer de comprendre le système économique dans lequel on est. On va essayer de déterminer sur quelle phase on est, la situation, donc on va le lier par rapport à la situation actuelle dans laquelle on est, et on va voir ce qui s'offre à nous dans ces périodes, donc des opportunités, de très belles opportunités, parce que c'est dans ces périodes-là que se créent les plus belles opportunités. Voilà. C'est sur cette courbe-là, globalement, c'est entre la récession et la reprise que se créent les plus belles opportunités d'investissement, que ça soit tout confondu, hein, que ça soit des actions, indices boursiers, peu importe. Donc ça, on y viendra à la fin, mais on va y aller étape par étape. Déjà, on va comprendre comment ça marche, où on en est, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc du coup, voilà les cycles économiques. C'est 4 étapes majeures, donc l'expansion, tout va bien, les investisseurs réalisent de beaux bénéfices, plein d'entreprises se créent, le taux de chômage est au plus bas, les salaires augmentent, les investisseurs balancent de l'argent de partout, et voilà, ça c'est l'expansion. Ensuite, on a un gros retracement, c'est la crise. Donc là, l'expansion a été trop loin, le marché a surchauffé. Ça a apporté donc de l'inflation, une hausse du prix de l'énergie, etc. Plusieurs variables qui ont fait que ça retrace violemment, et c'est ce qu'on appelle une crise. Ensuite, il y a la récession. Alors, il faut savoir que toutes les crises n'amènent pas forcément à une récession. Mais dans la majorité des cas, quand même, des vraies crises, on va dire ça comme ça, dans la majorité des cas, des vraies crises, ça conduit à une récession. Ensuite, après cette récession, il y a la reprise, donc c'est cette période dont je parlais où ça va être plein d'opportunités très intéressantes, et surtout on va pas le connaître 40 fois dans une vie, hein. Warren Buffett, il a peut-être connu 4 crises, 5 crises ou récessions, mais pas plus. Donc c'est un peu l'opportunité d'une vie, hein. Et si on la maîtrise bien et si on fait ce qu'il faut, ça peut clairement changer la donne sur nos fonds et nos investissements. Donc après la reprise, il y a l'expansion, c'est là où on va réaliser dans la logique des bénéfices, parce qu'on aura investi sur cette courbe-là. Et donc ensuite, le bull run, hein, pour le dire simplement, le bull run, et puis ensuite c'est reparti, la crise, la récession, la reprise, l'expansion, la crise, la récession, la reprise, etc. C'est le principe de on construit, on construit, on construit, on rajoute des étages sur un immeuble, et puis ensuite il bascule trop avec le vent, il est plus assez solide, on a rajouté trop d'étages, donc du coup il faut le déconstruire pour repartir sur des bases saine, et peut-être plus solide, avec des matériaux plus solides, parce qu'en avançant dans le temps, on a découvert de nouveaux matériaux, et du coup, ça repart plus belle, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est les cycles économiques
modernes dans lesquelles on est. Alors la crise est la phase où les conditions économiques se détériorent, entraînant du coup forcément une diminution des investissements et de la production, ainsi qu'une augmentation du chômage et derrière tout ça, une baisse de la confiance des investisseurs. Donc quand il y a tout ça qui se passe, donc la diminution des investissements, oui c'est un peu con comme j'ai tourné la phrase, mais en gros voilà, il y a une baisse de la production, on va zapper ça, il y a une baisse de la production, donc du coup ça fait augmenter le chômage et du coup forcément ça crée une baisse de la confiance des investisseurs qui vont retirer leurs fonds pour les placer sur des valeurs refuges comme l'or, etc. Et donc là, c'est effet boule de neige. Parce que dès que les investisseurs retirent leurs fonds du S&P 500, des actions, etc., du coup, les entreprises ont plus de fonds pour se développer, ou en tout cas beaucoup moins. Et par ce biais-là, c'est un effet boule de neige qui fait que derrière, on atterrit sur la récession. La récession est la phase où l'activité économique diminue pendant au moins 2 trimestres consécutifs. Donc en gros, c'est une crise pendant 2 trimestres consécutifs entraînant une augmentation du chômage et une baisse de la production. C'est très mal tourné mes phrases, mais bon, bref, voilà, vous l'avez compris, une récession en gros, c'est une crise, mais pendant plus de 2 trimestres consécutifs. Donc c'est ça qu'on va qualifier de récession. Ensuite, il y a la reprise. La reprise, c'est la phase où l'activité économique commence à croître à nouveau après la récession. Les investissements reprennent. Donc là, les fameuses opportunités dont je parlais. La production augmente et le chômage diminue, du coup forcément, la production augmente, on a besoin d'embaucher plus de monde pour la production, le chômage diminue, entraînant du coup forcément une augmentation de la confiance des investisseurs et un retour à l'expansion. L'expansion, c'est la phase où l'activité économique croît rapidement, les entreprises prospèrent et se créent, le chômage diminue et la confiance des investisseurs est élevée. Donc voilà pour résumer ces 4 cycles. C'est tout con, hein, c'est comme ça que ça se passe, hein, c'est un graphique, hein, clairement. Donc voilà. Ensuite, donc, bon, du coup, alors c'est 4 cycles, c'est beau, mais comment déterminer où on se situe et comment le prévoir? Donc là, voilà, nous allons déterminer les éléments qui déclenchent ou sont liés à ces phases, leur rôle et la façon dont nous pouvons les prédire avec les données historiques en notre possession. Donc avec les données historiques depuis 50, 100, 150 ans, comment ça se déroule? C'est ce qui va nous permettre d'avoir un coup d'avance sur ce qui se passe et de prévoir un peu, de prévoir de manière plus ou moins probable ce qui va se passer. Donc les signaux d'une potentielle crise et récession. Pour prédire une récession, il est important de surveiller plusieurs signaux économiques clés. Donc le prix du pétrole peut indiquer une réduction ou une augmentation de l'inflation à venir. Cette inflation-là peut indiquer une surchauffe de l'économie et une crise à venir, donc en moment d'expansion, quand on est tout en haut de l'expansion, le marché surchauffe et du coup, l'inflation augmente. La yield curve peut signaler en cas de crise des préoccupations des investisseurs quant à l'avenir de l'économie et une potentielle récession. Donc la yield curve, c'est quoi? C'est les taux, euh, c'est les rendements obligataires US 10 ans moins les rendements obligataires US 2 ans. Donc on va pas rentrer dans le détail pour l'expliquer, mais c'est un indicateur très fiable, vous allez voir, très puissant pour prédire, on va dire, une récession, une crise, parce que c'est clairement ce qui va jauger la confiance des investisseurs sur le long terme ou sur le court terme. Voilà. C'est ça la yield curve, en fait, ça, je vous l'expliquais brièvement, mais donc quand on investit dans des obligations US 10 ans, on investit quand même sur 10 ans. Donc il y a un risque, c'est que pendant ces 10 ans, il y a un crash boursier et que voilà, on peut pas. C'est difficile de prédire l'économie dans 10 ans, quoi. C'est très difficile et en fait, ça rime à rien. Donc du coup, il y a un certain risque par rapport à ça. Et du coup, les rendements sont plus élevés parce que c'est plus risqué. Donc les rendements obligataires 10 ans sont plus élevés. Donc jusque-là, c'est logique. Et c'est pareil pour le rendement obligataire 2 ans. Donc quand on investit dans des obligations US 2 ans, euh, on va pas avoir un rendement de dingue. Pourquoi? Parce qu'on investit sur 2 ans, donc on prend pas beaucoup de risques, on se mouille pas trop, et du coup les rendements, le pourcentage de rentabilité qu'on va avoir va être moins important que sur les obligations 10 ans. Jusque-là, je pense que c'est logique. Donc du coup, quand il y a une inversion
Bah, on reviendra sur la yield curve après, mais voilà ce que c'est que la yield curve, c'est les rendements obligataires 10 ans moins les rendements obligataires 2 ans. Donc en quatrième signal, on a l'augmentation des taux d'intérêt, car c'est un outil majeur des banques centrales pour combattre une inflation trop importante et une nécessité de ralentir celle-ci. Et ensuite, on a les points pivots de la Fed, qui peuvent révéler un changement de politique monétaire, des taux d'intérêt élevés qui commencent à faire effet sur l'inflation, et ainsi un début de récession. Donc voilà. En surveillant ces signaux de manière proactive dans cet ordre chronologique, nous pouvons être mieux préparés à faire face à une éventuelle récession et prendre des décisions plus éclairées sur nos investissements du coup. Potentiellement retirer nos investissements avec un coup d'avance quand ça va se casser la gueule, injecter nos investissements avec un coup d'avance quand ça va repartir, etc. Bon, du coup, j'ai fait une petite pause, j'ai bu un coup. Donc on va expliquer ces signaux. On va les expliquer un à un. Et ensuite, on verra où on en est. Donc, le pétrole, les crises majeures sont très liées à une hausse du prix de l'énergie, car l'énergie est une ressource essentielle pour l'économie mondiale. Une augmentation significative du prix de l'énergie entraîne une hausse du coût de production des entreprises et forcément une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. Cela peut entraîner une baisse de la demande de biens et services, une augmentation de l'inflation et une contraction du coût de l'économie. C'est le résultat de tout ça, c'est la contraction de l'économie. De plus, lorsque les coûts de l'énergie augmentent, cela peut entraîner une hausse des coûts de transport et de distribution, donc du fret, euh, des, des camions, enfin le prix du gasoil par rapport aux camions, etc. Ce qui peut augmenter les prix des productions le prix des produits pour les consommateurs. Donc ça augmente le prix de production pour acheminer les matières premières euh, pour la construction. Ça augmente tout en fait, clairement. Le pétrole il augmente. Euh, L'entreprise de tech qui fait venir des petites puces de Chine, et ben son coût de production augmente parce que du coup, toutes ces puces qu'elle apporte de Chine, le gasoil, enfin le pétrole prend une tarte, donc son coût d'acheminement prend une tarte, et donc du coup son coût de production prend une tarte, et du coup son prix de revente prend une tarte. Parce que l'entreprise, elle va pas se faire bouffer son bénéfice comme ça. Elle va le répercuter sur son prix de vente. Et donc du coup, le dernier maillon de la chaîne, c'est les consommateurs et c'est ce qui augmente le prix des produits pour les consommateurs. Le pétrole est l'une des matières premières les plus importantes et les plus utilisées dans le monde, car il est la principale source d'énergie pour les transports et l'industrie. Il a donc un impact considérable sur les prix, la croissance économique et la géopolitique mondiale. La disponibilité et les fluctuations du prix du pétrole peuvent avoir un effet significatif sur l'économie mondiale. Donc là, on le voit, hein, sur cette charte, hein, on voit le comportement du pétrole face aux récessions en gris. Donc tout ce qui est en gris, c'est le comportement c'est les récessions et la courbe bleue, c'est le pétrole. Donc on voit clairement, hein, que depuis même avant 1950, hein, à chaque récession, à chaque récession, le pétrole a connu une hausse, une forte hausse, une augmentation incroyable. Donc voilà, cette récession-là, forte hausse, cette récession-là, forte hausse, cette récession-là, forte hausse. Cette récession-là, bon c'est un cas plus particulier parce qu'elle n'a pas été très violente, mais, mais longue. Donc faudrait rentrer dans la fractalité, faudrait zoomer dans ce qui s'est passé ici, mais je suis sûr quand même qu'on y verrait une hausse du pétrole. Donc avant celle-ci, forte hausse. Avant cette récession, giga hausse. Avant cette récession, hausse. Bon, il y a 2 récessions qui se sont enchaînées à 3 ans d'intervalle, 4 ans d'intervalle, je crois. Donc du coup, bon, ça n'a pas eu le même impact et ça a déréglé un peu cette cyclique, on va dire, mais c'est quand même très bien présent. Avant cette récession, forte hausse. Avant cette récession, forte hausse. La bulle internet, et puis 2008. La bulle internet, puis 2008. Ah non, la bulle internet là, pardon, je dis des conneries. Ah, c'est là 2008. Donc la bulle internet, forte hausse du pétrole, pouf. 2008, forte hausse du pétrole, pouf, et ainsi de suite. Donc là, le graphique s'arrête à 2015, mais
Gardez bien ça en tête parce qu'on va comparer ça à l'économie actuelle et à ce qui se passe actuellement. Donc gardez bien ça en tête. Déduction, nous pouvons voir avec précision qu'avant chaque récession, depuis plus de 70 ans, elles sont directement précédées d'une augmentation importante du pétrole. Résumé, il est donc important de toujours garder un œil sur le pétrole pour avoir un coup d'avance sur une économie qui va potentiellement se dégrader et ainsi pouvoir protéger nos capitaux investis via des mouvements, transferts sur des marchés plus safe en cas de crise. Donc du coup, ça c'est vraiment le premier signal. Le premier signal, c'est une hausse de l'énergie. Et on le voit, ça intervient quand même en général avant un temps avant la récession. Là, vous voyez, si on prend ici, en fait, on a l'impression que c'est pas long, mais sur cette échelle-là, il y a un sacré laps de temps. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Il y a un laps de temps qui nous permet quand même de se rendre compte que oui, il y a une hausse importante du pétrole, donc potentiellement l'économie est en train de partir en live. Donc on va farfouiller un peu dans les autres sur les autres données économiques, ce qui se passe, euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que fait l'économie en ce moment, quels sont ses chiffres, etc. Et ça va nous permettre déjà de nous donner un premier signal de attention, le marché peut potentiellement partir en live, donc on va protéger nos fonds. On va transférer nos investissements, on va protéger nos fonds. Voilà. Parce que la qualité première d'un investisseur, déjà, c'est de ne pas perdre de l'argent. Bon, alors voilà pour le pétrole. Ensuite, alors la corrélation, alors le deuxième signal qu'on va voir, c'est l'inflation. L'inflation et tout ce que ça entoure, tout ce que ça englobe. Donc la corrélation entre la récession, l'inflation, le taux de chômage et le taux d'intérêt. Ça va être le deuxième signal qui va être très important, qui va être majeur. Le premier signal, le pétrole, il va nous donner un aperçu, une idée, voilà, ça va potentiellement partir en couille. On va potentiellement avoir une crise, etc. Ce deuxième signal là, il va être très important et va avoir un taux de probabilité très élevé, très très élevé. Vous allez le voir. Donc lorsqu'il y a une hausse du prix du pétrole, cela entraîne une augmentation des coûts de production pour les entreprises, c'est ce qu'on disait au-dessus, qui ont tendance à répercuter cette hausse des coûts sur les consommateurs, ce qui entraîne une hausse des prix des biens et des services. Encore une fois, c'est ce qu'on disait au-dessus. Cette hausse des prix est ce qu'on appelle l'inflation. Si l'inflation persiste ou augmente, cela peut entraîner une augmentation des taux d'intérêt pour lutter contre cette inflation, ce qui peut avoir un impact négatif sur la croissance économique. Si l'augmentation de l'inflation est rapide et importante, cela peut également déstabiliser les marchés financiers et mener à une récession économique. La hausse des taux d'intérêt qui survient après la hausse de l'inflation, parce que c'est pour combattre l'inflation, la hausse des taux. La hausse des taux d'intérêt peut entraîner une augmentation du chômage pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela peut réduire la demande de crédit des entreprises, ce qui peut entraîner une réduction des investissements et une diminution de l'activité économique globale, entraînant ainsi une augmentation du chômage. De plus, une augmentation des taux d'intérêt peut également rendre l'emprunt plus cher pour les consommateurs, ce qui peut réduire la demande de biens et de services, entraînant également une baisse de l'activité économique et de l'emploi. Enfin, une augmentation des taux d'intérêt peut entraîner une appréciation de la monnaie, ce qui peut rendre les exportations plus chères et ainsi réduire les emplois dans les secteurs liés aux exportations. Voilà pour l'inflation. Donc là, on a un graphique où on voit l'inflation, le taux d'inflation et le taux de chômage. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette charte? Qu'est-ce qu'on peut déterminer de cette charte? C'est que, bon, euh, avant chaque récession, l'inflation augmente, hein. Donc, depuis 1950, voilà, l'inflation augmente. Bon, on n'a pas l'historique là, mais en gros, la courbe ferait comme ça, hein. La courbe ferait comme ça. Avant chaque récession, du coup, l'inflation augmente. Donc là, on le voit, hein, l'inflation augmente, il y a une récession. On l'a baissé, mais elle a réaugmenté par ici. Elle augmente, récession, elle augmente, récession, elle augmente, récession, elle augmente, récession, elle augmente, récession. Bon, bah là, c'est la double récession, donc c'est le cas particulier, comme on a vu pour le pétrole au-dessus. Elle augmente, récession, elle augmente, récession, elle augmente, récession. Et là, bon, bah 2020, le Covid, c'est vraiment un cas qu'on va pas prendre dans nos données parce que
Parce que c'est un cas trop particulier, trop inédit pour le rentrer en compte dans des données historiques, par rapport à une récession. Donc du coup, on voit bien qu'avant chaque récession, le taux d'intérêt augmente. Et comment se comporte le taux de chômage? Eh ben, on voit que pendant la récession, donc lui, il est assez stable, il est même descendant jusqu'à la récession et au début de la récession, c'est là que le taux de chômage augmente. Parce que là, on est en récession, l'économie va mal, l'emploi, du coup, bah, les entreprises, emploient moins de gens parce qu'il y a moins de production et du coup, bah, le taux de chômage explose. Donc, ce qu'on voit, c'est que avant chaque récession, il y a une augmentation de l'inflation, avant chaque récession, et que au début de chaque récession, le taux de chômage augmente alors que le taux d'inflation baisse. Donc, pendant, au début de la récession, le taux d'inflation a tendance à baisser. On le voit clairement aussi sur ce graphe, c'est assez prononcé, et ça a lieu à chaque récession. Donc là, bon, bah, voilà. Pareil, il y a eu un pic au cours de la récession, puis ça s'est mis à baisser. Cette récession, bon, bah, ça a baissé, voilà. Augmentation de l'inflation, pic, ça baisse. Et le chômage, on voit clairement par contre qu'à chaque récession, il augmente fortement. Le chômage, il y a pas de loupé, quoi. À chaque fois que le taux de chômage explose, c'est pendant une récession. On le voit clairement. Donc du coup, bon, bah, cette charte, elle nous montrait le comportement de l'augmentation de l'inflation et du taux de chômage face aux récessions passées depuis 1950. Cette charte nous montre le comportement de l'augmentation des taux d'intérêt face aux récessions passées depuis 1950. Donc qu'est-ce que font les taux d'intérêt? Parce que les taux d'intérêt sont là pour combattre l'inflation. Donc ils montent en même temps que l'inflation monte, avec un léger décalage, parce que l'inflation monte et ensuite on prend la décision de monter les taux d'intérêt, mais c'est très lié. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Donc jusqu'à 1950, voilà, pareil à peu près, hein, 55, enfin à peu près. Donc il y a une forte augmentation des taux d'intérêt et ça donne lieu à une récession. Forte augmentation des taux d'intérêt, récession, forte augmentation des taux d'intérêt, récession, encore une fois, 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 etc. Et là, là, on est situé là, actuellement. Bon, bah, il y a une forte augmentation des taux d'intérêt aussi, là, quasiment autant qu'avant la récession de 2008. Donc, on a atteint ces points hauts de taux d'intérêt de la dernière crise des subprimes de 2008. Qu'est-ce qu'on remarque aussi, c'est que donc avant chaque récession, et là, pareil, hein, c'est un win rate de 100%. Avant chaque récession, donc il y a ces taux d'intérêt qui explosent, et à chaque début de récession, les taux d'intérêt baissent. Début de récession, il baisse. Début de récession, il baisse. Début de récession, il baisse. Il y a un rebond. Ça s'est peut-être pas passé comme la Fed l'a voulu. Ça baisse. Début de récession, 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 ça baisse, etc. Voilà. Donc ça, c'est les deux paramètres qu'on remarque sur ce graphique, c'est que avant chaque récession, il y a une forte augmentation des taux d'intérêt, et au début de chaque récession, les taux d'intérêt baissent. Donc là, c'est sûrement les points pivots de la Fed. On va y venir, mais à chaque début de récession, les taux d'intérêt baissent. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage. Tout simplement parce que quand il y a de l'inflation et qu'on combat cette inflation, déjà, il y a un temps de décalage entre l'augmentation de l'inflation et on prend des décisions radicales pour la combattre. Donc il y a eu une forte inflation, 6 mois, 4 mois, enfin 3, 4, 5, 6 mois après, on augmente nos taux d'intérêt fortement. On les a augmentés jusqu'à 75 points, hein, quand même. Donc on augmente fortement nos taux d'intérêt pour combattre cette inflation. Et une fois qu'on a combattu cette inflation, qu'on commence à retrouver une stabilité de l'inflation, qu'on a réussi à la freiner, pour pas détruire l'économie non plus, c'est là qu'on abaisse les taux d'intérêt. Pendant le début de la récession, ça y est, on a réussi à combattre l'inflation. Euh, on entre dans une récession, donc du coup, il ne faut pas continuer à augmenter les taux d'intérêt parce que sinon, cette récession, elle va être tellement hard qu'on va cracher le système. Potentiellement, hein, c'est l'extrême ce que je vous dis, mais c'est pour ça que c'est très utile et en même temps très délicat pour les banques centrales de le gérer ce taux d'intérêt. Parce qu'il faut l'augmenter pile ce qu'il faut pour combattre l'inflation, mais
il faut pas trop l'augmenter non plus pour pas cracher le système. Et c'est pour ça qu'à chaque récession, on voit les taux d'intérêt qui explosent, on voit clairement les taux d'intérêt qui explosent, et au début de la récession, on baisse vite ces taux d'intérêt. Ouais, on voit, ils chutent drastiquement. On baisse ces taux d'intérêt pour que le temps que ce laps de temps d'écart qu'il y a entre la baisse des taux et l'effet, eh ben, donne lieu à bah, voilà, la récession, que la récession ne dure pas trop longtemps et que l'économie reparte. Donc voilà, il y a toujours un décalage dans ces prises de décision économiques des banques centrales entre bah, l'inflation qui augmente, décalage, on augmente les taux d'intérêt, ça donne lieu à une récession, donc on baisse les taux d'intérêt assez rapidement. Là, il y a un très court décalage, hein, il n'y a quasiment pas de décalage. Et ensuite, entre la baisse des taux d'intérêt et la fin de la récession, là aussi, il y a un décalage. Donc, c'est-à-dire qu'on a tellement monté les taux d'intérêt, on est en train de les baisser qui font effet pendant la récession. Et ensuite, là, une fois que les taux d'intérêt sont redevenus corrects, sont bas, il y a la fin de la récession et on part sur la reprise, cette phase-là du cycle économique, la reprise pour que l'économie voilà, reparte de plus belle. Donc déduction de ces deux graphiques, nous voyons que l'inflation et le chômage sont décorrélés en période de récession. Donc l'inflation et le chômage, ils sont décorrélés en période de récession, hein, on le voit. Donc là voilà, le taux d'inflation baisse, le taux de chômage monte, l'inflation baisse, le chômage monte, l'inflation baisse, le chômage monte, l'inflation baisse, le chômage monte, etc. Donc on voit que l'inflation et le taux de chômage sont décorrélés en période de récession. Nous voyons aussi qu'une forte hausse des taux d'intérêt suite à une inflation grandissante prévoit une récession. Donc on l'a vu hein, ici, hein, les fortes hausses des taux d'intérêt, ça prévoit une récession. C'est pas le signal de début de récession, mais ça prévoit une récession. Que l'augmentation du taux de chômage et la baisse du taux d'intérêt survient au début de la récession. Donc voilà, on voit que à chaque fois, c'est un sans faute. L'augmentation du taux de chômage intervient au début de la récession. À chaque début de récession, le taux de chômage a explosé. Et on voit aussi, en parallèle, que à chaque début de récession, les taux d'intérêt se sont retournés et ont commencé à baisser. Donc c'est ce qui est dit là. Que l'augmentation du taux de chômage et la baisse des taux d'intérêt survient au début de la récession, quand la hausse des taux d'intérêt commence à montrer leurs effets. C'est ce que j'expliquais juste avant. On observe aussi une fin de récession au retournement baissier de la courbe du chômage. C'est-à-dire que le chômage, dès qu'il retourne à la baisse, ça intervient à la fin de la récession. C'est ce qu'on peut observer sur cette charte. Donc à chaque pic et à chaque retournement du taux de chômage, c'est la fin de la récession. On le voit, c'est aussi un win rate de 100% hein, depuis 1950. Hein. Voilà, à chaque fois, ça a donné lieu à. Bon bah, là c'est peut-être un peu plus loin, mais c'était c'était quoi la crise du pétrole, ça? Enfin, reprendre les datas, je les ai pas en tête exactement, mais euh, après, le timing est quand même parfait. Hein. Bon, bah, il n'y a pas un taux de réussite de 100%, mais en tout cas, à chaque retournement du chômage, on voit que c'est la fin de la récession, en fait, hein, clairement. Donc on en était là. Ces indicateurs très solides et avec un win rate élevé nous offrent la capacité de timer cette récession et de pouvoir ainsi protéger nos capitaux et profiter des opportunités qui s'offrent à nous car nous serons au courant. Donc en gros voilà, on va pouvoir, grâce à ça déjà, c'est très solide, hein, on a un win rate très élevé. Hein. Grâce à ça, grâce à ces données déjà, tout confluencer. On va pas prendre. C'est pour ça que c'est important de mélanger plusieurs datas, de prendre euh, toutes les datas et d'en faire une analyse fondée et solide. Si on prend juste le taux de chômage, bah, on voit que là, il y a un loupé. Bon, il a baissé à la suite de cette récession, hein, il baisse à chaque fois, mais on voit que là, la baisse du chômage n'intervient pas pile poil après la récession. Là. Donc c'est pour ça qu'il est important de prendre toutes les données économiques, de les confluer ensemble pour qu'on ait un win rate très très élevé, très élevé, et à ce moment-là, pouvoir prédire sur un horizon moyen terme, on va dire,
prédire les futurs mouvements du marché et ainsi protéger nos capitaux et profiter des opportunités qui vont s'offrir à nous. Donc résumé, si l'inflation augmente fortement, nous pouvons prévoir une hausse des taux d'intérêt qui pourrait conduire à une récession. Pour avoir le bon timing, le début de cette récession surviendrait à l'augmentation du chômage et à la baisse des taux d'intérêt et que la fin de j'ai une syntaxe mais tellement pourrie que la fin de cette récession interviendrait potentiellement au retournement baissier du taux de chômage. Voilà. Et ça a un sacré taux de win rate quand même. Toutes ces données qu'on vient de voir, ça a un fort taux de win rate. Donc ça déjà, c'est un signal qui est très fort. Comme je disais, là on entre vraiment dans le dur. C'est un signal très puissant d'une récession très probable du coup. Et on va pouvoir timer ça avec précision en plus. Donc ensuite, le troisième signal, c'est le point pivot de la Fed. Le point pivot de la Fed, c'est à ce moment-là. Le point pivot de la Fed, c'est quand on a atteint l'objectif de montée des taux de la Fed et qu'on va se retourner, qu'on va repartir sur une baisse des taux. Donc là, voilà. Là, il y a on va voir le graphique juste après, mais là, il y a le point pivot, là, il y a le point pivot, là, il y a le point pivot, là, il y a le point pivot. Voilà. On va voir le graphique. Donc voilà, ça, c'est les taux d'intérêt en bleu, et ça, c'est le S&P 500. Ça, c'est le S&P 500 parce qu'on va graviter autour de ça, autour de l'économie US, parce que c'est la plus importante et c'est celle qui influe le plus l'économie mondiale. Donc on va se baser là-dessus, c'est elle qui nous donnera le plus d'indications solides du coup. Et c'est sur elle qu'on a l'historique le plus précis, on va dire. Donc ça, c'est les taux d'intérêt de la Fed. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, comme on le voit là, 1968, le pivot de la Fed, il est là. Il est là. 68. Non, 68, 68 là. Voilà. Donc ça c'est la crise de 68-69, c'est là. Donc le pivot de la Fed il est là. Qu'est-ce qu'on voit ici en 68? Le pivot de la Fed il est là. Le pivot de la Fed il était là sur celle-ci. Donc il était sur ce pic-là. C'est pour ça aussi qu'à mon avis, on a eu un retracement, mais la récession n'était pas. Enfin, on n'avait pas assez augmenté les taux pour combattre l'inflation, et du coup, le point pivot de la Fed était là. Le point pivot de la Fed, là, pendant cette double récession, était tout en haut. Le point pivot de la Fed ici était ici, voilà. On a eu le point pivot ici. La récession a pu commencer légèrement après, il y a eu un laps de temps quand même, mais l'économie allait globalement mal durant ces quelques années. Le point pivot, pareil, et puis ensuite ça continue, point pivot ici, comme on le voit, point pivot ici, point pivot ici, donc avant, ils ont notifié quand même le Covid-19, mais nous on va pas le prendre en compte. Point pivot ici. Donc on voit vraiment que ces points pivots, c'est là que commence la récession. C'est le retournement des taux d'intérêt, le point pivot du coup. C'est là que commence la récession, et pareil avec un win rate, là c'est du 100% aussi. Le win rate là c'est clairement du 100%. J'aurais dû prendre un graphique avec les récessions notifiées, mais c'est du 100% là. Donc cette charte nous montre le timing des points pivots de la Fed face aux récessions passées. Il faut savoir que les points pivots de la Fed sont communiqués. On le connaît, le point pivot. Ils sont à même de le changer si nécessaire. Ils peuvent le changer au cours de la situation, au cours de l'évolution de la crise. Ils peuvent changer ce point pivot, mais c'est communiqué à l'avance. Donc c'est pareil, c'est un indicateur, c'est un signal qui est très puissant, qui a un taux de win rate parfait, pareil, depuis 1964 et même avant. C'est un taux de win rate de 100%. Et c'est communiqué à l'avance. Donc vous imaginez le pouvoir de ce signal déjà. C'est aberrant, comme dirait GMK. C'est aberrant. Donc il faut vraiment prendre en compte tout ça. Il faut prendre en compte tout le contexte. Et ça nous donne un taux de win rate qui est très élevé quand tu as un début de récession, quand tu as une fin de récession, quand à une récession s'il y a, et etc. C'est des win rates qui sont extrêmement élevés. Et d'ailleurs, ce qu'on voit aussi, ce qu'on peut remarquer par rapport au S&P 500, c'est que il y a toujours un laps de temps de décalage. Comme on le voit, il y a toujours un laps de temps de décalage. Donc là, voilà, là, on était situé par là à peu près. La baisse des taux d'intérêt,
le S&P continue à se casser la gueule et arrivé ici, à peu près tout sur le point bas des taux d'intérêt là, ici là, l'économie, repart. Donc c'était la fin de récession. Il y a toujours un décalage, hein, il y a toujours un décalage. Là, le point pivot de la Fed, donc on a commencé à baisser les taux en même temps que le S&P 500 baissait. C'est assez corrélé, hein, comme on voit. On parlera de ces pourcentages de baisse après, mais c'est très corrélé et c'est un indicateur qui est très puissant. Donc déduction, ici on voit que les points pivots de la Fed indiquent le retournement de ces taux d'intérêt dont on parlait sur le petit b, juste au-dessus. L'avantage, c'est que la Fed nous communique un certain temps à l'avance le point pivot qu'il prévoit. Résumé, ce point pivot de la Fed va nous permettre d'avoir un timing très serré quant au retournement des taux d'intérêt et donc au début de la récession, comme vu dans la partie B. Voilà, comme ce qu'on a vu ici entre inflation, taux de chômage et taux d'intérêt. Donc tout ça déjà, rien que ce qu'on a vu là, le pétrole nous permet de prédire sur un horizon moyen terme qu'il va y avoir potentiellement une crise et une récession. Donc ça c'est le début, c'est un premier signal qui est quand même assez fiable, hein, comme on le voit. Là c'est un signal clair, net et précis qu'on va avoir une récession. Ça c'est des signaux qui ne trompent pas, hein, qui ont un win rate très élevé. C'est des signaux, ben voilà, hein, comme on le voit, il n'y a aucun loupé. Hein. À chaque grosse montée des taux d'intérêt, à chaque forte augmentation des taux d'intérêt, on a eu une récession. C'est logique, comme ce qu'on expliquait au-dessus. Et ensuite, on a ce point pivot de la Fed. Ce point pivot de la Fed qui va vraiment nous permettre de timer ce début de récession. Donc là, voilà, clair et net, on sait que quand il y a des forts taux d'intérêt, on va avoir une récession. On savait qu'on allait connaître une petite, plus ou moins grosse crise en tout cas, par rapport à la hausse de l'énergie. Et on sait maintenant la timer. On sait quand elle va intervenir et quand elle va finir. Ensuite, il y a la yield curve. C'est un indicateur très suivi des investisseurs. Tous les hedge funds, tous les traders propres, tous les, tous les grands de l'économie, de toute façon, suivent cette yield curve. Hein. C'est très suivi. Surtout en ce moment, c'est très suivi. La yield curve, elle est très suivie. Donc, on va l'expliquer. La yield, putain, je vais y arriver. La yield curve est un indicateur économique qui compare les rendements des obligations à court terme et à long terme, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Lorsque la courbe des rendements est inversée, c'est-à-dire que les rendements des obligations à long terme sont inférieurs à ceux des obligations à court terme, cela indique souvent que les investisseurs s'attendent à une future baisse des taux d'intérêt et une possible récession économique. En effet, une inversion de la yield curve peut indiquer que les investisseurs sont pessimistes quant à l'avenir de l'économie et cherchent à se protéger contre une possible récession en achetant des obligations à long terme, ce qui fait baisser les rendements de ces derniers. Les récessions ont toujours été précédées d'une inversion de la yield curve, à part quelques cas particuliers. Donc on va le voir. Donc ce graphique il remonte à 82. Voilà. Donc ça c'est les taux d'intérêt. Donc ça c'est les obligations 10 ans sur du 3 mois, les obligations 10 ans sur et ce. Donc non, pardon, ouais, ça c'est la différence des obligations 10 ans et des obligations 3 mois. Ça c'est la différence des obligations 10 ans et des obligations 2 ans. Et ça, c'est la différence des obligations 10 ans avec les obligations 1 an. Et qu'est-ce qu'on voit? Le niveau 0, donc on va l'expliquer. Ce niveau 0, c'est le prédicateur de récession. C'est-à-dire que quand il y a cette inversion-là, donc cette perte de confiance des investisseurs, parce que eux aussi suivent toutes ces données économiques, donc tous les investisseurs suivent globalement les mêmes choses. Hein. Donc du coup, quand il y a une inversion, quand ces investisseurs-là cherchent à se protéger, à protéger leurs fonds, il y a une inversion de la yield curve et quand on casse le niveau zéro, quand on casse ce niveau zéro, il y a toujours eu une récession. On a cassé ce niveau zéro, il y a une récession. On peut dire qu'on l'a cassé, c'était pas flagrant. Là, c'était plus flagrant, là, c'est beaucoup plus flagrant, là, c'est beaucoup plus flagrant, et là aussi. Donc quand on a une cassure franche et nette du niveau zéro, il y a une récession. Voilà. À chaque cassure, il y a une récession, et celle-ci d'avant, c'est pareil. Si on avait
Si on pouvait remonter un peu plus loin, ça serait pareil. Je vous ai pas pris un graphique qui remontait super loin, mais vous pourrez vérifier de votre côté, ça remonte très loin. Donc cette charte nous montre le comportement de la yield curve 10 ans vs 2 ans. C'est celle-là qui nous intéresse, c'est la jaune, hein. Face aux récessions passées depuis 1980. Déduction de cette charte, nous pouvons voir que la yield curve connaît une baisse très importante avant chaque récession. Nous pouvons aussi observer un point très important, à chaque cassure par le bas du niveau 0, une récession a eu lieu. Et que le timing du début de cette récession intervient au retournement de cette yield curve dès que la courbe repasse au-dessus du niveau 0. C'est-à-dire que, boum, il y a une cassure du niveau 0. Bon, là, on prévoit une récession. Mais quand? Eh ben, tout simplement quand cette courbe jaune, nous on s'intéresse surtout à ça, hein. La yield curve la plus suivie, hein, c'est la 10 ans, 2 ans, hein. Quand la yield curve est repassée au-dessus de ce niveau 0, bah là, il y a eu le début de récession. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil, vous voyez, on est repassé au-dessus du niveau 0, il y a eu le début de récession. Là, c'est pareil. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre de prédire qu'il va y avoir une récession et de la timer aussi. Donc en fait, ça rejoint tout ça. Ça rejoint l'avis des investisseurs global, en gros. Parce que c'est les obligations, c'est une analyse des obligations US. Et les obligations US, bah, c'est très tradé par tous les grands hedge funds, les grandes banques et les grands investisseurs mondiaux. Donc c'est ce qui va nous donner aussi cette confiance par rapport à tout ce qu'on vient d'analyser de notre côté. Ça nous donne encore plus de confiance et ça nous donne aussi un indicateur comme quoi il va y avoir une récession et un timing pour savoir quand elle va avoir lieu. Donc ça, c'est pareil, tous ces signaux-là, c'est des signaux très fiables, hein, comme on peut le voir, c'est très fiable. Donc, résumé, si la moyenne niveau 0 sur la yield curve est cassée par le bas, cette data nous offre donc un win rate très élevé quant à une potentielle récession, avec un timing pour le début de récession très précis quand la yield curve va repasser au-dessus du niveau 0. Donc, le résumé de tout ça, on va faire un résumé de tout ça, c'est que nous pouvons donc prévoir une récession avec les signaux suivants, une forte augmentation du prix du pétrole, donc là, ça prévoit déjà une crise en premier temps, une inflation qui s'accélère drastiquement, donc ça prévient vraiment une récession, hein. Ça prévient une récession, une augmentation importante des taux d'intérêt suite à cette inflation, donc là, ça confirme encore plus cette idée-là qu'une récession va avoir lieu, et une yield curve qui casse sa moyenne 3 mois, le niveau 0, par le haut. Donc sa moyenne 3M, c'est pas une moyenne 3 mois, je suis con, c'est la moyenne de la yield curve depuis sa création, le taux 0. Donc tout ça, c'est des forts signaux pour prévoir une récession. Là, pour l'instant, ça ne la time pas. Là, on cherche à savoir s'il va y avoir une récession ou pas en premier temps. Donc on a cette forte augmentation du pétrole qui est survenue il y a 6 mois, 8 mois, 1 an peut-être. Une inflation qui s'accélère drastiquement, qui est, qui est intervenue peut-être il y a 2, 3 mois, le début de la hausse de l'inflation. Une augmentation importante des taux d'intérêt, donc là on est en plein dedans par exemple. Donc là, ça nous confirme vraiment qu'il va avoir un gros retracement dans l'économie et qu'on va pouvoir nommer ça par une inflation, qu'il va avoir une inflation. Et cette yield curve qui casse sa moyenne, son niveau 0, par le haut. Donc là, déjà, voilà, on a des signaux, comme on l'a vu, avec de très forts win rates, que une récession va avoir lieu. Ça nous offre des signaux avec un win rate phénoménal, hein, là. On parle de, je sais pas, si on prend toutes ces données ensemble, parce que chaque donnée avait son win rate et son petit loupé, mais si on prend toutes ces données ensemble, là, on a un win rate de quasiment peut-être 90%, 95% que la récession va bien avoir lieu. Donc vous comprenez qu'en remontant aussi loin dans le temps et en ayant des indicateurs comme ça, des signaux comme ça va vraiment nous offrir un win rate quant à cette récession quasi, on peut pas dire 100%, on peut jamais dire 100%, mais on n'en est pas loin. Et ensuite, nous pouvons timer cette récession grâce aux signaux suivants. Après avoir atteint le point pivot de la Fed, donc là, après avoir atteint le point pivot de la Fed, hein, c'est là que la récession commence, hein, voilà, hein, au retournement des taux d'intérêt, hein, on le voit. Donc après avoir atteint le point pivot de la Fed, cette baisse des taux d'intérêt qui commence à s'installer. Donc admettons si on a
3 baisses, les chiffres nous montrent, les chiffres économiques qui sortent, montrent 3 baisses successives des taux d'intérêt. Bon bah voilà, là ça y est, on sait qu'on est dans la récession. Et un taux de chômage augmentant fortement. Comme on l'a vu aussi, le taux de chômage, il augmente drastiquement à chaque début de récession. Et là, c'est même un sans faute. À chaque début de récession, le taux de chômage augmente fortement. Donc maintenant, on sait timer cette récession. On sait la timer. Et du coup, on sait aussi bon, alors j'ai oublié cette partie, mais on sait aussi timer cette fin de récession, qui va nous permettre de saisir des opportunités derrière, quand l'économie va reprendre. Donc on sait aussi timer cette fin de récession par, par notamment aussi l'inversion de la yield curve, voilà, par, par le taux de chômage qui baisse. Voilà, on avait vu ça par le taux de chômage qui baisse, hein, c'est quasi un sans faute aussi, hein, c'est un sans faute, hein. Le taux de chômage, dès qu'on atteint le pivot du chômage, en gros, si on peut appeler ça comme ça, dès qu'on atteint le point pivot du chômage, c'est la fin de la récession. Le chômage baisse parce que l'économie repart, et là, c'est un fort signal. Donc, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir timer la fin de la récession, en gros. C'est ce qui va nous permettre de nous dire, ça y est, on sort potentiellement de la récession. Et comme je disais, la confirmation des 3 data économiques du chômage en baisse, bah, comme on le voit, hein, c'est un sans faute. Donc c'est un fort signal. Bon alors ensuite, du coup, on a vu tout ça. Ça, c'était le résumé des signaux qu'on a à notre disposition avec les données historiques. À quoi s'attendre? Ça nous offre un win rate très proche des 100%, hein. Voilà, c'est pas moi qui le dis non plus, hein, ça je l'ai appris de IFX. Et quand je regarde des analyses un peu plus poussées de vrais investisseurs, hein, pas de l'autre pangolin Instagram là, avec sa chemise toute pétée là, on on est tous à peu près sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que ces données économiques nous permettent, par rapport aux récessions passées, par rapport au cycle économique passé, de prédire certaines choses avec un plus ou moins fort taux de win rate. Et là, en l'occurrence, il est très fort le win rate. Donc du coup, alors où on en est actuellement? Eh ben, on va le voir. Où on en est actuellement, bah, le chômage, hein, comme on l'a vu, le chômage, le pétrole, comme on l'a vu, à la pompe, c'était indécent le prix. Pour mettre de la coco dans la bagnole, ça coûtait un rein. Donc bon, bah, on a vu la hausse du chômage, hein. On a eu cette forte hausse du chômage qui est revenue d'ailleurs prendre cette liquidité, cette forte résistance, ouais, c'est cette forte résistance là, et au passage qui est revenue dans cet order block là de la crise des subprimes de 2008. Donc ça, c'est un fort. Bah, tenez, on va prendre TradingView. Tac, je l'ai là. Voilà. Donc ça, c'était la crise de 2008, hein, voilà, la récession de 2008. Là, j'utilise au cas où, si ça peut aider certains pour vos analyses. Il y a un indicateur qui s'appelle US récession, et en fait, ça notifie les récessions, ça marque les récessions comme ça sur le graphique, donc c'est pas mal pratique. Et comment, bah, voilà, hein, on peut revenir dans le passé. Le pétrole a augmenté avant chaque récession, hein. Bon, là, on n'a pas beaucoup de données, mais il a augmenté avant chaque récession, le pétrole. Voilà. Et donc là, on est revenu dans ce POI avec de l'imbalance là, ou du FFG pour ça, du FFG pour certains. On est revenu dans ce POI là, du plus haut historique du pétrole, tout simplement. On n'a jamais été aussi haut, hein, à 147 dollars en gros. Et on est revenu dans ce POI avant de baisser. Donc on en a profité pour refermer les ordres perdants potentiellement. On en a profité pour combler toute cette imbalance, etc. Donc voilà, déjà on a ce... Merde, ah, on était là. Tac. Donc déjà on a ce premier signal. On a ce premier signal, ça a eu lieu... merde, quand? C'est quand que ça a eu lieu? Le début de cette vraie hausse du chômage là, elle a eu lieu en novembre 2021. Donc vous voyez, on a eu déjà à partir de ces niveaux-là, à partir de 100 dollars à peu près, on commençait déjà à avoir un bon signal de ça va être la merde. On a eu un très fort signal de l'économie, elle se porte pas bien du tout. Et ça va donner lieu à à plein de problèmes économiques derrière.
parce que bah, derrière ça fait de l'inflation, etc. Comme je vous disais, c'est un effet boule de neige. Donc voilà. Alors le premier signal, le pétrole, on l'a eu, hein, sur cette charte du pétrole en monthly, on voit déjà ce premier signal d'une potentielle crise, récession durant le premier et second trimestre 2022. Voilà. Voilà, voilà, c'était là, hein. Premier, à partir de là, déjà, c'est un fort signal, hein. Quand on atteint des prix comme ça, on était là avant le Covid, on a retracé à zéro, donc c'est logique qu'il remonte. Mais là, on a clairement tout explosé. Et à partir de là, à partir de cette cassure-là, voilà, encore, voilà, le premier trimestre, deuxième trimestre 2022, du coup, on a eu un fort signal d'un potentiel problème dans l'économie. Ensuite, on a eu l'inflation qui est venue après ce pétrole. Donc ça se suit, hein, comme je vous l'explique, ça se suit, hein. Donc l'inflation a toujours grimpé, hein, l'inflation est descendue au plus bas pendant le Covid. C'est pas forcément une donnée économique qu'il faut prendre en compte, mais l'inflation, elle a toujours été de 2-3% par an. L'inflation, elle est toujours présente, hein, elle a toujours été présente. Tous les ans, l'inflation, elle augmente de 2% en moyenne par an. Il faudrait sortir une stat précise, mais voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. Et du coup, c'est pour ça aussi que nos salaires, pour les employés, hein, les salaires augmentent dans la logique des choses. Ils sont censés augmenter pour combattre cette inflation montante chaque année, etc. Dû au fait que l'économie n'arrête pas de se développer. Mais, mais voilà, à partir de là, on va dire qu'à partir à partir de ces 2,6% là, ça a été la merde et on s'est rendu compte que ça allait potentiellement donner suite à une crise. Et ça, c'était, vous voyez, en mars 2021, mai 2021, voilà, dans ces eaux-là, en mai 2021, à la suite de la hausse du pétrole en janvier 2021, là, à la suite de cette cassure en février, là, on a vu les taux d'intérêt qui ont commencé à exploser et, donc d'avoir un fort signal d'une potentielle crise, crise-récession, quoi. Voilà. Donc à la suite de cette hausse du pétrole, l'inflation s'est accélérée jusqu'à atteindre les 9,1% aux US, ce qui constitue notre deuxième signal d'une potentielle récession pendant une crise, très fortement due à l'impression massive de dollars pour redresser l'économie suite au Covid-19. Donc là, cette inflation, elle est due à deux choses. Elle est due à cette hausse du pétrole et elle est due, maintenant on va implémenter quelque chose d'autre, elle est due à l'impression de monnaie, à l'augmentation folle de l'impression de monnaie US. Donc on a toujours imprimé de plus en plus de monnaie. En gros, la banque centrale a toujours, la planche à billets, elle a toujours bien fonctionné, hein, ça notre économie malheureusement, elle repose un peu là-dessus depuis pas loin de quoi 80 ans à peu près. Donc la planche à billets, elle fonctionne très bien, hein, que ça soit en Europe ou aux States, elle fonctionne très bien. On imprime, on imprime, on imprime. Et on voit qu'il y a une augmentation assez folle depuis, depuis 2010. Et là, Covid, c'est incroyable. Donc là, on rentre dans une récession mondiale due à cette épidémie. C'est très violent comme baisse, donc tout a chuté très violemment. Et à côté, nous, pour redresser l'économie, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on imprime à mort, à mort, à mort. On voit l'augmentation, là, elle est folle, hein. C'est complètement décorrélé de l'augmentation du reste, hein. C'est pouf, là, on explose tout. On imprime à mort pour redresser cette économie qui est en train de se casser la gueule à cause du Covid. C'est ça qui a sauvé l'économie, hein, pendant le Covid, hein. C'est l'impression de billets massifs. Mais cette impression de billets massifs, du coup, elle donne quoi? Bah, elle donne une inflation qui explose à la hausse. Ça va avec. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imprimer des billets à l'infini sans avoir de répercussions. La planche à billets, l'impression de billets, c'est une variable très inflationniste. C'est pour ça que je voulais vous en parler de ça aussi. Donc on a vu que le pétrole a fait augmenter a joué dans l'augmentation de cette inflation, mais aussi l'impression de billets suite au Covid. Donc après Covid, voilà, on a envoyé du steak, hein. On a envoyé du steak et on a imprimé des billets en masse pendant le Covid et du coup, bah voilà, l'inflation, elle se fait ressentir après, hein. Quand tout est reparti, l'inflation, elle a explosé à la hausse. Donc comme on le voit sur cette charte, la planche à billets de la Fed n'a jamais augmenté aussi fortement qu'en 2020 auparavant. La création de monnaie des banques centrales est très inflationniste pour l'économie. Ensuite, on a
les taux d'intérêt, alors où on se situe actuellement avec les taux d'intérêt, donc on a vu le pétrole, on a vu, l'inflation comme premier fort signal d'une récession. Maintenant les taux d'intérêt qui sont là pour combattre cette inflation. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que les taux d'intérêt, ils ont explosé à la hausse avec l'inflation, hein, donc les taux d'intérêt sont passés à 3,22 en février 2022. Par ici, il y a une forte hausse de l'inflation et comme je vous disais, il y a, il y a- il y a toujours un laps de temps entre l'inflation et la mise en place des taux d'intérêt et pareil derrière. Donc forte hausse de l'inflation, putain merde, faut qu'on la combatte. Ok, on augmente les taux d'intérêt. Donc on a augmenté les taux d'intérêt jusqu'à atteindre 7,7% en novembre. Et, euh, et donc du coup, maintenant, après avoir atteint ces 7%, on n'a toujours pas atteint le point pivot. Il y a un retracement. Pour l'instant, pour moi, on n'est que dans un retracement. On n'a toujours pas atteint le point pivot de la Fed. Et le point pivot de la Fed, il l'ajuste en fonction de leurs attentes. Donc la Fed dit, on augmentera les taux, on sera plus ou moins agressif sur l'augmentation des taux d'intérêt jusqu'à que l'inflation retombe à 2%. Pour l'instant, l'inflation à 2%, on en est très loin. Et on n'a toujours pas atteint le point pivot de la Fed. On voit un retracement, on va voir ce que ça donne dans un laps de temps court terme, court moyen terme, mais en attendant, on n'a toujours pas atteint le point pivot de la Fed. Donc il y a de fortes probas pour qu'on monte encore les taux d'intérêt euh, dans les prochains dans les prochaines annonces qui vont sortir. Là, il y a de fortes chances pour que notre cher Powell il augmente les taux d'intérêt encore une fois. Donc on voit nettement l'augmentation des taux d'intérêt depuis début 2022. La Fed a tardé à monter ses taux d'intérêt face à l'inflation grimpante, ce qui amène à cette difficulté aujourd'hui de la maintenir. Donc ça, c'est notre troisième signal d'une potentielle récession pendant une crise. Par contre, nous n'avons toujours pas de signaux d'entrée en récession qui, comme expliqué plus haut, intervient au moment du point pivot de la Fed, où les taux d'intérêt se retournent. Donc on n'a toujours pas le signal de, de ce début de récession. Par contre, on a un troisième fort signal d'une potentielle récession, quoi. Euh, donc voilà pour les taux d'intérêt. Et ensuite, du coup, je vous ai mis aussi une prédiction des taux d'intérêt, donc par une source fiable quand même, hein, Bloomberg et le CME. Donc on voit ici un forecast de Bloomberg en collaboration avec le CME, le Chicago Mercantile Exchange, qui sont des sources très fiables, hein, du coup Bloomberg et le CME, bon, vous connaissez. Quant aux probabilités d'évolution des taux d'intérêt, ce forecast des taux est calculé notamment avec une prévision des chiffres de l'inflation et des sentiments des différentes places boursières US, comme indiqué ci-dessous. On va voir ça après. Donc Bloomberg et le CME, ils prévoient des taux d'intérêt encore au-dessus de 5% jusqu'en fin d'année, hein, jusqu'en début 2024. Comme quoi, ils sont pas prêts de baisser les taux tout de suite et ils vont peut-être ajuster leur point pivot, à voir. On en saura plus, dans tous les cas, ça on le sait à l'avance. Et on a toute la balise d'indicateurs et de signaux qu'on a vu au-dessus pour appuyer un potentiellement retournement, rentrer en récession, etc. Donc, comme on le sait, la récession commence au retournement à la baisse des taux d'intérêt. Et donc, là, voilà, il le forecast pour début 2024, quoi. Fin 2023, début 2024. Donc, on peut s'attendre à une récession, au retournement ici, donc qui interviendrait peut-être. Alors ça, c'est c'est des prédictions, c'est du forecast, hein. Donc nous, on va attendre nos signaux qu'on a vus au-dessus, nos signaux qui sont très fiables avec un très fort win rate. On va attendre ces signaux-là pour déterminer si on rentre en récession ou pas. Mais le forecast de Bloomberg et de la CME nous indique qu'en gros, milieu d'année 2023, on aurait potentiellement un retournement et donc une entrée en récession progressive à partir de ce niveau-là, quoi. Donc milieu 2023, septembre 2023, vers ces eaux-là. Et donc on repasserait sous la barre des 5% de taux d'intérêt en début 2024, quoi. Voilà.
Donc là, tout durant, ça serait une récession, hein. On a des signaux aussi pour la fin de récession, donc on va s'appuyer sur ce qu'on sait, sur les données historiques, pas sur du forecast long terme, parce que malgré tout, c'est quand même un forecast long terme. Là ici, bon, moi, on sait à peu près que, vu les discours de Powell récemment, on sait à peu près que les taux d'intérêt, il va les réaugmenter, hein. Mais voilà, après ça, c'est vraiment de la pure prédiction. Donc, on va prendre en compte ça. Il forecast ça appuie un petit peu, ça nous donne un peu un ordre d'idée. Il forecast un retournement des taux d'intérêt vers mi-2023. Alors ensuite, du coup, je voulais vous parler de ça. Alors, par contre, j'ai fait une couille dans le fichier, je m'en suis rendu compte. J'ai fait une pause et je vais modifier. Donc ça, on va pas le prendre en compte. Ça, c'est les sentiments des différentes places de la Fed. Donc il y a plusieurs places boursières aux US et il y a aussi plusieurs Fed. Donc il y a la Fed de Sherman, bon bah c'est Powell, hein, c'est le boss. Lui d'ailleurs il restait très neutre en 2022. Et donc en fait je voulais vous montrer ça pour aussi confluer tout ça. Donc là c'est le mauvais graphe, hein. Ça c'est le mauvais graphe parce que enfin c'est la mauvaise data parce que bah, ça date du 10 février 2022, hein. Donc c'est la mauvaise data. Mais il y a déjà certains économistes, hein, de la Fed qui prévoyaient du mal pour l'économie. Il y en a d'ailleurs plus qui prévoyaient du mal pour l'économie que du bon. Donc en fait ça, voilà, ça c'est les sentiments de la Fed. C'est très analysé par les algorithmes, comme le discours de Powell. Il faut savoir que le discours de Powell, il y a des algorithmes qui analysent les mots, ses expressions du visage, les mots qu'il utilise, l'intonation, qui analyse complètement le discours de Powell de A à Z sous tous ses angles pour en tirer une prédiction et prendre position à l'achat ou à la vente le plus tôt possible pendant le discours de Powell. Parce qu'on sait que pendant les discours de Powell à 20h, ça bouge beaucoup aussi, ça ramène beaucoup de volatilité. Et donc, il y a beaucoup d'institutions, de hedge funds, etc., qui ont des algorithmes développés là-dessus pour analyser le discours de Powell. Donc, pour dire, est-ce que c'est plutôt un sentiment, est-ce qu'il est plutôt hawkish ou dovish? Hawkish ou dovish, voilà, c'est les sentiments en gros de la Fed. Je ne saurais pas vous le détailler, je parle pas du tout anglais, je suis une bite en anglais, mais en gros, il y a des algorithmes qui analysent tout ça et c'est ce qui fait que pendant le discours de Powell, le prix va exploser à la hausse ou exploser à la baisse. Voilà, parce que tous ces algorithmes prennent des milliers de positions à la microseconde. Tous les algorithmes se réveillent et prennent position uniquement sur l'analyse de l'intonation de Powell, de son visage, son comment il tourne le discours, les mots qu'il utilise. Tout ça. Par exemple, si Powell il dit une seule fois le mot récession dans son discours, vous pouvez être sûr qu'il va avoir un mouvement baissier de folie. Parce que ces algorithmes-là, ils réfléchissent pas comme vous et moi, hein, c'est algorithmique, hein. Tel mot, on vend, tel mot, on achète. C'est pour vous dire que ça montre bien que l'économie est vraiment gérée par des algorithmes. Et du coup, eux, ils cherchent uniquement à faire des profits. Ils s'en foutent du sens. Ils veulent faire des profits. Donc, euh, donc voilà pour cette petite parenthèse. Ensuite, en signal, en, en signal fort aussi d'une récession. Donc bah voilà, justement la fête de Saint-Louis. En signal fort de cette récession, il y a la yield curve aussi. Donc la yield curve à jour, la voilà. Chart à jour au 14-03-2023 directement prise sur le site de la fête de Saint-Louis. On voit la cassure nette du niveau 0 en juin-juillet 2022. Donc ici, exactement. En juin-juillet 2022, il y a eu une cassure nette de la yield curve. Et qu'est-ce qu'on avait vu au-dessus? On avait vu que quand il y a une cassure nette du niveau 0 de la yield curve, il y a toujours eu une récession. Par là, voilà, mais la récession, elle, a, elle est venue plus quelques années après, mais à chaque cassure nette du niveau 0 de la yield curve, il y a une récession. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On l'a cassé plus que nettement, quoi.
On lui a cassé sa gueule. Donc, euh, donc ça, c'est un signal très fort aussi. Ça, c'est un signal très fort de la récession. Là, on a cassé net récession. Bon, bah là, c'est la double récession, mais bref, voilà. On est remonté au-dessus. On a cassé net récession. On a cassé net récession. On a cassé net récession. On a cassé net quand même récession. C'est ce point-là qu'on avait cassé très légèrement et que où il n'y avait pas eu de récession. Ce point-là, là, ici, là, c'est ce point qu'on voit ici exactement. Voilà. Donc à chaque cassure nette du niveau 0, hein, il y a une récession, hein, ça loupe pas. Et là, on est vraiment allé très bas dans la yield curve, ce qui indique qu'on va vivre une situation économique plutôt complexe, je pense, et violente. C'est-à-dire que la récession, il y a des récessions qui ont été plus ou moins violentes, et celles qu'on va connaître, j'ai pas assez de connaissances, je peux pas vraiment vous le prédire, j'ai pas fait de recherche là-dessus, par rapport à l'intensité des récessions, par rapport aux données économiques, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je pense qu'elle va être plutôt violente. Donc à voir par la suite, hein, ça, on peut pas le savoir à l'avance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a ce cas sur net du niveau 0 qui nous indique, avec un win rate encore une fois très élevé, d'une récession. Donc ça, c'est notre quatrième signal d'une potentielle récession pendant une crise. Quatrième signal avec un très fort win rate, hein, donc ça fait beaucoup, hein. On a eu le troisième signal euh, par rapport à l'augmentation des taux d'intérêt qu'on va avoir une récession. Signal avec un très fort win rate aussi. On a eu notre deuxième signal juste avant par rapport à l'inflation qui s'est accélérée, qui a explosé. Donc ça, on l'a vu aussi, c'est un signal avec un très fort win rate. Et donc si on prend tout ça, si on lit tout ça, bah du coup on a un win rate très très élevé d'une potentielle récession. Donc faut bien le prendre en compte. D'ailleurs sur ce point-là, il y a eu les récentes news concernant la Silicon Valley Bank, etc. Donc moi quand j'ai commencé à faire ce fichier là, quand j'ai commencé à préparer tout ça, on n'avait pas eu encore cette news. Mais bon, maintenant qu'on l'a, on va l'adapter. Powell commence à changer de discours et à parler d'une économie euh, en régression. Il parle pas de récession, il reste très très neutre et très fin sur ce qu'il dit, mais on commence à voir un retournement quand même. Et tout ça, tout ça, nous on le savait déjà à l'avance. En fait, si vous voulez, avec ça. Tout ça, on le savait déjà à l'avance. Pour ceux qui ont vu mon analyse sur le SP500 il y a peut-être 2 mois, un mois, 2 mois, je sais pas, sur Discord, j'avais fait un petit récap. Bon, le channel avait été supprimé, Antoine avait tout remodelé, mais j'avais fait un petit récap de ce que je pensais du SP500 et de mes attentes de l'inflation, parce que cette inflation-là, je l'attends depuis un moment, et notamment grâce à IFX, hein. C'est lui ça fait 6 mois qu'il en parle. Ça fait 6 mois qu'il en parle. Et c'est grâce à ça que je sais tout ça aussi et que je vous le transmets aujourd'hui. Euh, j'attendais une récession, j'attends une récession depuis un petit moment aussi, du coup. Et j'avais fait une analyse plus ou moins simple et on va dire objective du SP500 et de sa prochaine chute par rapport à la récession qu'on va connaître. Pour ceux qui l'avaient vu cette analyse, bah du coup voilà, ça vient de tout ça, hein. Là on rentre dans le détail du coup et on a cassé très nettement ce niveau zéro en juin-juillet 2022. On a eu cette forte hausse des taux d'intérêt en juin-juillet 2022 aussi. On a eu cette forte inflation en septembre 2021. Donc on a des signaux très forts et très puissants en termes de probabilité, déjà bien à l'avance. Donc nous, on sait que il y a un très fort potentiel pour qu'il y ait une récession. Il y a un très fort taux de proba pour qu'il y ait une récession. Voilà. Ensuite, le taux de chômage. Le taux de chômage, on l'avait vu. Donc ça, c'est le taux de chômage 2021, 2022, 2023, fait par, le Bureau of Labor Statistics. Donc ça, c'est le BLS, publié par Reuters aussi. Alors moi, je l'ai trouvé sur Reuters, mais
Là, c'est The Conference Board, voilà, nous indique le taux de chômage actuel. Donc ça nous indique le taux de chômage actuel. On voit une inversion du taux de chômage. On voit une inversion du taux de chômage. On voit que le chômage commence à augmenter. On voit que l'économie commence à souffrir et que le chômage commence à augmenter. Et qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que le chômage augmente en début de récession. Voilà. Donc là, il a commencé à augmenter faiblement, mais on voit qu'il augmente très fortement en début de récession. Et ce qu'on pourrait, donc là, il a augmenté, il a retracé, il a augmenté, il a explosé. Là, pareil, il y a un petit rebond, augmenté, retracé, explosé, augmenté, retracé, explosé. Donc on sait que quand le taux de chômage commence à grandir, ça intervient au début de l'inflation. Donc là, déjà là-dessus, on a plus ou moins notre cinquième signal. Alors, ça reste ambigu parce que bon, il a pas augmenté énormément, hein. On est passé de 3,6% à 4,5%. Donc c'est pas énorme, mais si on revient peut-être à réaugmenter encore, donc là on a baissé sur Q3, donc ça c'est des prédictions, Q1 2023, donc le chômage avait baissé. Donc ça c'est des prédictions. Merde, je me suis planté aussi, j'ai pris un truc de 2022, fin 2022. Mais on voit qu'il y a une inversion quand même. Il y a une inversion. On aurait eu un potentiel signal s'il y avait eu cette augmentation, mais c'est pas le cas. Parce que là, bon bah Q2, Q3, Q4 2023, on n'y est pas encore. On va voir. Mais ce qu'on peut faire pour confirmer ça aussi, c'est d'attendre 3 hausses des taux de chômage consécutifs. Voilà, on va attendre 3 hausses assez fortes, hein, quand même, pas des hausses de 0,05%, hein, des hausses assez fortes du taux de chômage, 3 fois consécutivement pour se dire ok, potentiellement là, on rentre dans une récession. On va attendre aussi ces autres signaux. Parce que là, pour l'instant, on n'a toujours pas recassé le niveau zéro à la hausse de la yield curve. Donc c'est pas un signal d'entrée en récession. On n'a toujours pas atteint le point pivot de la Fed. Donc voilà, on va attendre de confluer tout ça. Mais ça commence le vent commence à tourner, si vous voulez. Donc on va attendre déjà pour avoir un premier signal et être en avance, et avoir un coup d'avance, de voir le taux de chômage ou la yield curve casser le niveau zéro ou le point pivot de la Fed atteint en fonction de ce qu'ils disent. On va attendre d'avoir un de ces signaux déjà pour commencer à se préparer à une récession et à préparer nos fonds des transferts pour, euh, pour sécuriser et ne pas perdre d'argent pendant cette récession. Ok, donc on a vu tout ça. Côté chômage, du coup, on est en attente de ces signaux. On sera aussi en attente du signal de fin de récession quand le chômage baissera drastiquement. Comme je l'ai dit, pareil encore une fois, on pourra attendre 3 data économiques baissières sur le chômage pour confirmer que voilà, on est en train de sortir de la récession. Donc on a vu tout ça, voilà, les signaux par rapport à la situation actuelle dans laquelle on est, où on en est globalement dans tout ça. Et, et du coup, bah, on voit que voilà, hein, on a vu par rapport à tout ça qu'on est vraiment sur un très fort taux de probabilité de récession imminente, hein. Alors on a notre quatrième, on a 4 signaux importants avec un très fort win rate, qu'il va y avoir une récession. Et vu le discours et le vent qui commence à tourner, ça risque de se faire. On a vu les prédictions, on parle de récession à partir de mi-2023, donc c'est un horizon plutôt moyen terme, on va dire court moyen terme sur l'économie. Donc sur de l'analyse fondamentale, ouais, c'est même du court moyen terme, on va dire ça. Donc ensuite le lien avec le SP500. Donc tout ça, on va expliquer. Donc ça, pendant les récessions, c'est les baisses qui a eu lieu pendant les récessions depuis 1942. Donc bon, bah là, la récession, elle a donné, bah là, 1942. On va prendre à partir de celle-ci, parce que là, pourquoi le prix a continué à monter? Pourquoi le S&P 500 a continué à réaliser des bénéfices pendant cette crise-là? C'est une bonne question. Il faudrait approfondir ça. Il y a sûrement
toujours une cause, de toute façon, il y a toujours une explication. Mais en tout cas, on voit que, il y a eu un fort retracement derrière. Là, récession, fort retracement, 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 mais sur, sur 12 ans, bah, ça a été minime. Récession, fort retracement, récession, fort retracement. Donc voilà, on voit qu'il y a des retracements importants. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est faire une moyenne de ces récessions, faire une moyenne en termes de pourcentage de baisse de ces récessions. Bah, ils l'ont fait d'ailleurs. J'ai mis j'ai mis certains graphes que j'ai pas approfondi tant que ça. Donc voilà. La moyenne des phases baissières du marché est de environ 11,3 mois, donc un an, avec une moyenne de perte cumulée de 32,1%. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est aller sur le S&P 500. Je m'étais noté celui qu'il faut prendre, je crois. Le S&P Index, voilà. Tac. Hop. Ça, on a un bel historique du S&P 500. Donc là, on a perdu combien actuellement? On a perdu... non, c'est la règle qu'il faut. Tac. On a perdu 27%. Voilà. Donc on sait que la moyenne de baisse pendant les phases baissières du S&P 500, c'est 32%. Là, pour l'instant, on a déjà sacrément retracé, on est à 27%. Par contre, il faudrait qu'on approfondisse un peu plus, donc qu'on rentre un peu plus dans le prix, par exemple. Bon, bah là, c'est le Covid, c'est un cas particulier, donc on va pas le prendre en compte, comme je disais. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que durant la récession de 2008, il y a eu une forte baisse, un rebond, puis un gros décrochage derrière. Là, par rapport aux statistiques qu'on a vues précédemment, on est sur les mêmes sphères que la crise de 2008. Hein. Comme on le voit, la récession qu'on va vivre va être sûrement très violente. Donc là, on a eu une grosse baisse on avait eu une baisse de 20% avant de retracer et de baisser de merde. Avant de baisser, putain, j'y arrive pas. Avant de baisser de 53% quand même hein, sur le S&P 500. On a fait une baisse une perte de 53% à la suite de cette baisse de 20%. Donc si on prend le mouvement total de 2008, on est quand même à moins 57% pendant cette récession. Donc si on compare à notre graphique maintenant, on a une première baisse violente, un rebond, une deuxième baisse très violente. Qu'est-ce qu'on voit ici maintenant? Une première baisse violente, un rebond, on pourrait qualifier celui-là de rebond peut-être, à voir, ça c'est le temps qui va nous le dire si on recasse celui-là ou celui-là en premier. Une première baisse violente, un retracement et une deuxième baisse très violente. On peut s'attendre à ce mouvement-là sur le S&P 500. En tout cas, c'est ce qui s'est produit en 2008, c'est ce qui s'est produit en 2001 pendant la crise de la bulle Internet. Donc voilà, un fort retracement, un rebond et un retracement très violent. C'est ce qui s'est produit aussi sûrement ici, on pourrait qualifier ça de rebond. Voilà, il y a eu un fort retracement, un rebond et un fort retracement derrière encore une fois. Donc dans tous les cas, on pourrait choper à la baisse ce mouvement d'après rebond. Hein. On voit qu'il y a un rebond à chaque fois. Là pareil, hein, on voit qu'il y a un rebond, donc il y a une forte baisse, un rebond et derrière une forte baisse. Donc pareil, une baisse de 18% et derrière une baisse de 19%. Donc on pourrait profiter de ce rebond là pour chercher des shorts sur le marché US, que ce soit le marché des actions, le S&P 500 ou d'autres actifs, le Nasdaq, l'US 30, enfin peu importe. D'ailleurs, putain, je galère à parler, ça y est, ça fait 1 heure et quelques que je fais la vidéo, je galère à parler. Petite précision, il faut savoir que le SP500, c'est
l'indice boursier le plus important des States. Pourquoi? Parce que le SP500 comprend totalement l'US 30. L'US 30, c'est les 30 entreprises les plus grandes d'US. Le SP500, c'est les 500. Donc ça regroupe forcément ces 30 là aussi. Donc le SP500 prend 100% des entreprises, des données de l'US 30 et aussi 80% du Nasdaq. Donc il y a 80% du Nasdaq qui est coté dans le SP500. Donc s'il y a bien un indice à regarder, c'est le SP500. C'est celui-là qui va nous donner le plus d'indications parce que c'est le père c'est le père des indices américains. Derrière, bah là on voit pareil, hein, un retracement de jusqu'ici, un retracement de 20%, un rebond et un fort retracement violent de 40%. Là on voit ça aussi encore une fois, hein. Donc un retracement de 40% et un retracement très violent de 24%. En 1960, qu'est-ce qu'on voit pendant cette récession? On voit une baisse, un rebond, puis une baisse encore une fois, hein. Une baisse, un rebond, puis une baisse. Les timings sont pas les mêmes évidemment parce que ça dépend de quand les économistes vont déclarer la récession, mais nous on sait à l'avance. Donc notre récession, nous, elle commence pas ici, hein. En réalité, elle commence ici, parce qu'on le savait à l'avance. Une baisse, un retracement, une forte baisse. Puis après, on n'a plus les cotations, hein. Là, on est en 1950. On n'a plus les cotations après. Donc voilà pour le lien avec le SP500. Là, pour l'instant, on a eu une forte baisse et on est sur un fort rebond aussi. Mais on peut s'attendre. On peut s'attendre potentiellement à une baisse encore plus violente. Parce que là, comme on l'a vu en 2008, hein, on a eu une forte baisse, un retracement et une forte baisse très violente. Et on est à peu près sur les mêmes sphères, sur la même catégorie de crise, hein, que 2008, hein. On est à peu près sur les mêmes statistiques. Donc on peut s'attendre à un fort retracement du S&P 500. Et dans ce cas-là, on pourrait profiter de cette baisse pour vendre tout ce qui est lié au marché US. Et ensuite, une fois la fin de récession, ça serait une opportunité énorme, énorme de rejoindre ces plus hauts du SP500. Ça serait une opportunité énorme, euh, autant qu'en 2008 en fait, hein, autant qu'en 2008, hein, quand on le voit, voilà, il a chuté de. Vous imaginez, vous faites moins 57%, vous profitez de cette opportunité et derrière, vous montez à. Et derrière, vous montez à. Vous faites. Vous faites 621%. Derrière, vous faites 621%. En 2008, ça, c'était l'occasion d'une vie. Clairement. 622%. Ça veut dire que si tu rentres sur des actions, tu t'investis dans des actions ou dans un ETF du S&P 500, tu fais x6 en 15 ans. En 15 ans, tu fais x6 de manière totalement passive sur un des actifs les plus safe au monde, le SP500, qui prend 10% en moyenne par an depuis 150 ans. Donc là, de manière totalement passive, tu fais x6 sur 15 ans. Et par mois, je sais pas, faudrait ramener ça au mois, mais potentiellement, ça fait du 10%, du 5% par mois. Bah pour x6 en 15 ans, non, peut-être pas. Mais ça fait un rendement qui est vachement élevé, très très élevé. x6 en 15 ans, c'est-à-dire que si tu avais mis 10 000 dollars ici, tu aurais fait 600%, tu aurais fait, 10 000, tu aurais fait 60 000 dollars déjà sur un ETF sans dividende. Mais imaginez un ETF avec dividende ou des actions, si tu aurais pris des actions. Et en plus des actions qui auraient surperformé le marché. Donc c'est-à-dire que tu n'aurais pas fait 600% potentiellement, mais 800%. En touchant des dividendes tous les 3 mois trimestriellement et en ayant le prix de ton action qui monte, et quand tu la revends là, tu as fait peut-être 900% sur 800% sur l'action même, plus tous les dividendes que tu as touchés. Si on fait un ratio de tout ça, tu as peut-être fait
fois 15. C'est un exemple que je vous donne, je sais pas, mais potentiellement, imaginons, tu fais fois 15 sur 10 000, tu as fait 150 000. Sur 100 000, tu as fait, 1,5 million. Et de manière totalement passive. Donc là, en 15 ans, on serait devenu riche. En 15 ans, on serait devenu riche. Et en plus, si tous les mois, on injecte, tous les mois avec nos revenus, par exemple, notre source de revenus, si tous les mois, on injecte X% de nos revenus, mais vous imaginez, c'est exponentiel. Les intérêts composés, là, seraient exponentiels. On aurait atteint des millions très rapidement, même avec une base de 1000 euros. Et en injectant, admettons, 500 euros tous les mois. On part sur une base de 1000 euros, on injecte 500 euros tous les mois. Mais là, arrivé là-haut, je vous garantis que en 15 ans, on a pété le million. De manière totalement passive, sans se prendre la tête, sans faire de trading, sans rien du tout. De manière totalement passive, juste avec un ETF à dividende. Donc voilà l'opportunité qui se présente à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, ou en tout cas dans les temps qui vont venir. Ça va être clairement une opportunité très puissante et l'opportunité d'une vie. Je le répète, je me répète, je le rabâche. Ça fait un moment que je fais la vidéo, j'ai coupé, monté et tout en même temps. Ça fait un moment que je fais la vidéo et je commence à fatiguer et à en avoir un peu marre. Mais du coup, ouais, on va voir on va voir l'opportunité d'une vie, hein. Donc on va résumer tout ça. Nous avons de forts signaux d'une récession très probable avec un win rate très élevé par rapport aux données précédemment étudiées, comme l'histoire nous le montre. Powell commence à tenir des discours hawkish par rapport à la situation actuelle aux USA. Nous pouvons anticiper au vu de toutes ces datas que cette récession forte probable devrait intervenir prochainement sur un horizon moyen terme. Et du coup, une fois en récession, on sera amène, avec les données qui sortiront, de statuer une fin de récession et de profiter de ces opportunités qu'on vient de citer, de ces opportunités incroyables qu'on vient de citer. Donc les opportunités liées à une récession. Le S&P représente 52% de la capitalisation boursière mondiale, mais 1% des entreprises cotées dans le monde. Donc ça veut dire que ces 1%-là représentent 52% de la capitalisation mondiale. Donc en gros, le S&P 500 représente la moitié du monde. Voilà, tout simplement. Le S&P 500 est un indice boursier qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines cotées en bourse et qui représente environ 80% de la capitalisation boursière totale des États-Unis. Les entreprises qui drivent le S&P 500 sont donc celles qui ont la plus grande influence sur la performance de l'indice. Ces entreprises sont principalement des géants de la technologie et des services de la communication, comme Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, c'est la maison mère de Google, Facebook, ainsi que des entreprises du secteur financier telles que JP Morgan Chase, Bank of America, Visa. D'autres secteurs importants représentés dans le S&P 500 incluent les soins de santé, les produits de consommation courante et les entreprises énergétiques. Donc tout ça pour dire que tout ce qu'on vient de faire au-dessus, c'est lié aux USA. Pourquoi? Parce que l'économie US drive littéralement le monde. Quand il se passe quelque chose chez eux, il se passe pareil chez nous 3 mois après, pour vulgariser. Le monde est un peu à la merci de la finance américaine, hein. Ça fait des années que c'est comme ça. C'est pour ça que notre analyse va se tourner de leur côté. Et c'est pour ça que, et ça, c'est mes recherches à moi, j'ai pas des connaissances de fou, mais c'est pour ça que je vais me diriger vers des actions américaines, tout simplement. Alors, ce qui est intéressant de voir et de prendre dans ces opportunités-là, c'est des actions à dividendes. Pourquoi? Parce que comme on l'a montré avec les intérêts composés, hein, si sur cette hausse-là, si vous prenez des intérêts tous les 3 mois que vous réinjectez, donc avec les intérêts composés, hein, des dividendes tous les 3 mois que vous réinjectez en achetant encore plus d'actions, et tous les mois vous mettez en plus 500 euros, admettons, de votre salaire là-dessus, et tous les dividendes que vous touchez, vous réinjectez, etc., etc. Les effets composés vont faire que votre PNL, il va exploser.
il va exploser à la hausse. Mais vraiment, il va exploser à la hausse et voilà, en fonction de ce qu'on met ou pas, après c'est du calcul, hein, mais ça peut vraiment changer une vie. C'est pour ça que je vais me diriger, putain, j'ai de plus en plus de mal à parler là, ça fait 1 heure et quelques. Je vais me diriger vers des actions à dividendes pour profiter de la hausse du prix de l'action et de la hausse du pourcentage de dividendes et des dividendes qui tombent tous les 3 mois. Enfin, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 1 an, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui versent des dividendes même tous les mois, d'autres tous les 3 mois, d'autres tous les 6 mois, d'autres tous les ans, voilà, ça dépend. Donc, les dividendes doivent être versés depuis plusieurs années sans interruption. Dans le choix de ces entreprises-là, il faut certains critères importants quand même. Il n'y a pas besoin d'autant de connaissances que le trading. Pour trader sur les marchés, c'est beaucoup plus complexe, par exemple. Mais pour sélectionner un portefeuille d'actions de manière passive après, hein, ne pas les trader, hein, je parle d'investir dans les actions de manière passive. On investit et puis on laisse faire. Voilà. On laisse faire des années même, des années durant. C'est de l'investissement long terme. Donc pour choisir ces actions, ça va dépendre de plusieurs facteurs. On ne va pas avoir besoin d'avoir fait 6 mois d'études là-dessus ou 6 mois d'apprentissage ou de formation là-dessus. Mais par contre, du coup, il faut un minimum se renseigner quand même, il faut un minimum comprendre comment ça marche pour pouvoir choisir un bon portefeuille d'actions. Alors du coup, ça se comporte en 5 parties cruciales de ce que j'ai pu déterminer moi. Les dividendes doivent être versés depuis plusieurs années sans interruption. C'est-à-dire que si une entreprise verse des dividendes 3 mois, puis coupe 2 mois, puis 6 mois, puis coupe 3 mois, niveau stabilité, c'est pas un super choix, quoi. Les dividendes doivent être croissants. Le but, c'est que une entreprise qui prospère et qui se développe, c'est qu'elle réalise de plus en plus de chiffres, donc le bénéfice proportionnellement de plus en plus, donc du coup verse de plus en plus de bénéfices à ses actionnaires, et donc nous, notre pourcentage de dividendes va augmenter. Okay, donc il faut aussi que le pourcentage des dividendes soit croissant depuis un certain moment. C'est-à-dire que voilà, il prend 3%. Admettons, on a des dividendes à 3% biannuels. Tous les 6 mois, on a 3% des bénéfices de l'entreprise qui tombent proportionnellement à notre nombre d'actions. Et ben, comment expliquer ça? Si, admettons, les dividendes augmentent de 3%, et ben, ils vont augmenter de 3% de ces 3% tous les 6 mois. Ce qui veut dire que, on va partir sur une autre base. Admettons, les dividendes augmentent de 10%, et ben, tous les 6 mois, on va prendre 0,3 de dividendes. Donc, c'est-à-dire qu'à la base, on touchait 3%, et ben maintenant, on va toucher 3,3. 6 mois après, 3,6, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut que le versement des dividendes, le pourcentage de dividendes soit croissant. Ensuite, il faut analyser les données financières de la société. Logique, il faut qu'elle soit en bonne santé, il faut analyser bon, bah, ses bénéfices, sa production, son prix à la production, son prix net, ses bénéfices, comme je disais, voilà, si elle a ses prêts aussi, notamment. Parce que c'est crucial dans l'économie d'une société, ses emprunts. Faut analyser tout ça, mais on va le voir juste après. Le ratio de distribution de dividendes ne doit pas être trop élevé. En fonction de notre attente, sélectionner des versements de dividendes trimestriels, biannuels ou annuels. Ça, c'est en fonction de nos attentes et en fonction du potentiel de l'entreprise aussi. Entre un versement annuel de 1% de dividendes et un versement trimestriel de 3% de dividendes, il y a quand même un sacré bond. Et du coup, si on part sur une base de ces deux entreprises sont très solides et ont 50 ans de passé derrière impeccable, bah, on sait vers quoi on va se diriger. Les dividendes versés, donc ça rejoint le premier point. Donc les dividendes versés doivent être versés depuis plusieurs années sans interruption. C'est le premier critère à vérifier. Le versement des dividendes
n'est pas acquis. Cela est décidé d'une année sur l'autre par les sociétés. Il faut donc vérifier qu'ils ont versé de manière régulière depuis de nombreuses années. Voilà, ils peuvent arrêter du jour au lendemain le versement des dividendes si l'entreprise est en difficulté. C'est pour ça que ça va être l'indicateur premier, c'est euh, est-ce que cette entreprise a versé des dividendes sans interruption? Il y a plein d'entreprises qui ont versé des dividendes depuis plus de 20 ans sans interruption. Donc ça, c'est déjà un bon indicateur. 20 ans et il y a même plus, hein. Il y a 30 ans, 40, 50 ans. Donc ça, c'est un très bon indicateur. Les dividendes doivent être croissants. Le montant initial du dividende doit être bien sûr intéressant, mais sa croissance est encore plus intéressante pour nous. À long terme, une action qui a un rendement de 3%, qui augmente chaque année de 10%, va rapidement battre une action qui a un rendement fixe de 6%. Vous voyez, c'est les intérêts composés, c'est-à-dire que une action qui a un rendement de 3%, et qui augmente de 10% chaque année. Donc ça prend 0, donc on prend 10% de 3%, donc 0,3. Donc première année 3,3, deuxième année 10% de 3,3, donc on prend 0,33 et etc. Et avec les intérêts composés, sur 20 ans, c'est exponentiel pareil et ça va rapidement battre une action qui a un rendement fixe de 6%. C'est ce que j'essayais d'expliquer au-dessus et je galérais. Il faut analyser les données financières de la société. Quelques questions à se poser sur les données financières des dernières années. Le chiffre d'affaires augmente-t-il? Les bénéfices augmentent-ils? Et surtout, d'où proviennent-ils? Pour le savoir, il est important de calculer le résultat net d'exploitation. Alors, on va aller dessus. Je vous ai fait un copier-coller de plusieurs articles. J'ai quasi rien écrit. Enfin, j'ai écrit un petit peu, mais j'ai quasi rien écrit. De plusieurs articles intéressants. Donc, qu'est-ce que le résultat d'exploitation? Donc, c'est ce qu'on voit, hein, le résultat net d'exploitation. Et ben, c'est ça. Là, ils ont pris l'exemple d'Air France. Le résultat d'exploitation courant, voilà, c'est en millions, hein, donc 1 milliard 488 millions. Ok. Son résultat net là-dessus, c'est 275 millions. Donc, je vais vous lire l'article, ce sera plus simple. Comment calculer le résultat d'exploitation? Il est nécessaire de calculer le résultat d'exploitation dans 3 cas. Lors de la création de l'entreprise, il est écrit dans le prévisionnel financier lors d'une reprise de l'activité, hein, ou au cours d'existence pour faire des comparaisons dans le temps. Voici la formule pour calculer le résultat d'exploitation. Donc produit d'exploitation moins charge d'exploitation. Donc produit ici sur celui-là. Après, on n'a pas besoin de détailler ça, hein, vous les trouverez directement sur certains sites qui regroupent des données sur les actions. Vous trouvez directement tout, c'est super pratique. Là, en l'occurrence, moi, j'ai jamais regardé. Donc, produit des activités ordinaires. Donc, 25 milliards 784 millions, en gros. Résultat d'exploitation courant. Ouais, honnêtement, je sais pas. Il faudra vérifier ça d'un peu plus près. Mais c'est expliqué juste après. C'est l'indicateur préférentiel à prendre en compte. Le résultat d'exploitation ne prend pas en compte que les charges et produits liés à l'exploitation de l'entreprise, alors que le résultat net prend en compte les charges financières exceptionnelles et les produits financiers exceptionnels, etc. Pourquoi exceptionnel noté comme ça? Ouais, j'écris vraiment comme une chèvre. Si une société a un résultat d'exploitation négatif et qu'elle a un résultat net positif, alors il faut bien comprendre que ce dernier est soit obtenu par la vente d'un actif, une machine par exemple, résultat exceptionnel, ou par des revenus financiers, résultats financiers. C'est-à-dire que, en fait, un résultat d'exploitation négatif, ça veut dire que clairement ce qu'elle produit, elle ne fait pas de bénéfice. Elle ne fait pas de bénéfice sur sur sa production, sur ce qu'elle ou sur son service ou peu importe, mais elle ne fait pas de bénéfice sur sa production. Quand on parle de résultat net, ça comprend le tout. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle peut faire des bénéfices sur sa production, elle peut faire des bénéfices sur ses investissements, parce que les entreprises aussi investissent sur les marchés, hein. Elle peut faire des bénéfices sur l'achat et la revente, sur la revente de quelque chose, je sais pas, comme dit dans l'article là, d'une machine par exemple. Voilà, il y a une grosse entreprise de chaudronnerie qui vend qui est à perte,
qui fait une année à perte, donc qui n'est pas rentable sur sa production, mais qui vend une grosse machine extrêmement chère. Et ben, le bilan de l'année, c'est que cette entreprise-là sera rentable. Pourquoi? Grâce à la vente de cette grosse machine. Alors qu'en soi, l'entreprise est à perte. Donc l'investissement dans cette entreprise ce serait nul. Parce qu'on sait qu'à terme, elle va pas vendre des grosses machines comme ça tous les 6 mois. Donc c'est ça qu'il faut regarder, c'est pas uniquement le résultat net, c'est le résultat net d'exploitation, surtout. C'est ça qu'il faut s'enseigner. Et sur ces sites dont je vous parle, qui regroupent les actions américaines, qui regroupent les données des actions américaines, vous avez tout. Vous avez tout, c'est ultra ludique, c'est ultra ergonomique, il y a toutes les données et du coup vous allez avoir accès à toutes les datas très facilement sans trop se casser la tête comme là avec une fiche où il faut faire les calculs quoi. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'énormément de recherche non plus, mais il faut bien prendre en compte ce principe, c'est que résultat net et résultat net d'exploitation, c'est pas pareil. Résultat net d'exploitation, ça veut dire que l'entreprise se développe, ça veut dire qu'elle produit, qu'elle est rentable. Résultat net, ça englobe tout. Donc voilà, il faut plutôt se pencher pour perdurer dans le temps, pour un investissement long terme, se pencher vers une entreprise qui a un résultat net d'exploitation depuis plusieurs années, au même titre que le versement des dividendes. Ok. L'intérêt est de savoir si la société pourra sur le long terme générer des bénéfices de son exploitation, entre guillemets, entre parenthèses, bonne santé de la société, et non d'activités non récurrentes, vente d'un actif, produit financier. Parce que ça arrive pas, comme je disais, ils en font pas tous les 6 mois, quoi. Enfin, il est bon de vérifier l'endettement financier de la société. Un trop fort endettement voudra dire qu'une partie importante des bénéfices sera utilisée pour rembourser les créanciers. Le bénéfice restant ne sera peut-être pas suffisant pour assurer le versement de dividendes. Donc voilà, il faut bien analyser les données financières. Donc le résultat net d'exploitation, c'est l'indicateur préférentiel comme noté. Donc le résultat net d'exploitation et l'endettement de la société. Okay, c'est les 3 données principales qu'il faut analyser d'une société. Ensuite, comment calculer alors bon bah ça, comment calculer le résultat d'exploitation, bah, voilà, résultat d'exploitation négatif ou positif. Si le résultat d'exploitation est négatif, on parle de perte. Cela signifie que le chiffre d'affaires est inférieur aux charges. Si le résultat d'exploitation est positif, on parle de bénéfice. L'entreprise est donc rentable. Le ratio de distribution de dividendes ne doit pas être trop élevé. Ce ratio se calcule de la façon suivante. Total des dividendes divisé par résultat net. Il ne faut pas qu'il soit trop élevé pour que l'entreprise conserve une partie des bénéfices pour réinvestir dans son développement, en gros. Cette capacité d'investissement restante va permettre son développement. Dans l'idéal, ce ratio doit être inférieur à 50%. Cependant, dans les faits, si celui-ci reste inférieur à 100%, alors une capacité d'investissement reste disponible. Alors moi, je conseille quand même d'être autour de ce ratio de 50%, au minimum. Voilà. Parce que sinon, c'est pareil, avec une logique mathématique, si l'entreprise reverse, ça dépend dans quel domaine. Encore une fois, ça dépend dans quel domaine, hein, mais si l'entreprise reverse 100% des bénéfices, il y a un problème. C'est-à-dire que, alors, soit elle ne veut plus se développer, soit il y a quelque chose. Mais potentiellement, ça va poser problème dans quelques années. Ça va se répercuter sur d'autres années. Alors qu'un équilibre dans le partage des bénéfices, euh, dans le versement des dividendes, euh, ça apporte quand même une certaine stabilité et une certaine évolution de l'entreprise. Et c'est ce qui va nous assurer que le prix de l'action continue de monter et ne s'arrête pas. Parce qu'on peut très bien avoir une action dont le prix de l'action ne monte pas, mais on touche des dividendes élevés. Par contre, quand on va revendre l'action, on n'aura pas fait de bénéfice sur cette action. On aura fait des bénéfices uniquement sur le versement de dividendes récurrents, quoi. Donc voilà la différence. Choisir des entreprises d'avenir et diversifier son portefeuille. Donc là, c'est important. L'important de cette étape est toujours de cibler le long terme. Quels sont les secteurs porteurs? La santé, l'alimentation, les énergies, tout ce dont nous ne pouvons pas nous passer et qui constituent des besoins de base. On ne fait pas de all-in sur un actif, on se diversifie intelligemment, pas uniquement plusieurs entreprises du même secteur, mais sur plusieurs entreprises dans des secteurs différents.
On va pas prendre toutes les entreprises de la communication, Apple, Samsung ou je sais pas quoi. On va pas prendre toutes les entreprises pétrolières. On va se diversifier dans des entreprises avec un bon potentiel, dans des domaines avec un bon avenir, on va dire. Et c'est comme ça que notre portefeuille d'actions il sera optimal. Et c'est comme ça qu'on pourra en tirer les meilleures perfs sur ce mouvement. C'est comme ça qu'on surpassera le marché. Ce qu'on dit en général, c'est surpasser le marché. C'est comme ça qu'on pourra atteindre de très belles performances sur le long terme entre le versement des dividendes, le prix de l'action qu'on revendra, la réinjection des dividendes en actions, plus une injection de notre part sur nos revenus, etc. C'est comme ça qu'on pourra réaliser quelque chose de très très beau. Donc bah voilà, c'est tout pour cet article. On aura vu pas mal de choses. Donc on aura vu les signaux qui nous indiquent une rentrée en récession. Donc là, bah voilà, hein, on a eu tous ces signaux déjà. On a vu les signaux qui vont nous permettre de timer ce début de récession. Donc là, on commence à avoir des prémices. Il n'y a rien de concret pour l'instant, mais on commence à avoir des prémices. Il faut garder un œil là-dessus, sur la yield curve, le recassement haussier de la yield curve, sur le point pivot de la Fed. Faut rester à l'affût là-dessus. Et, et puis voilà. Donc c'est déjà des signaux très forts. Donc on est dans l'attente de ces signaux. On a déjà eu des signaux d'une très forte probabilité qu'une récession va se tramer d'ici pas longtemps. Maintenant, on attend ces signaux-là de début de récession pour profiter potentiellement de ventes sur le marché américain. Et au moins, ça nous donne un order flow clair en plus. Hein. Là, avec ça, on va avoir un order flow très clair. On va pas avoir besoin d'analyser énormément graphiquement la HTF pour déterminer un order flow. Là, on a quelque chose de très fiable avec un win rate très élevé. Donc, on va attendre ces signaux de début de récession et à ce moment-là, on pourra commencer à chercher des shorts sur les marchés US. On a vu le lien avec le S&P 500. On a vu son lien. On a vu la performance et la perte du S&P 500. On a pu s'analyser les pertes dans le cadre où là, on est dans un marché qui va rentrer en récession, mais on pourra en reparler au moment venu des gains et de à quoi s'attendre, à quel potentiel de gains s'attendre après récession. On pourra faire des analyses statistiques là-dessus aussi. Donc on a fait un résumé par rapport à tout ça et on a parlé des opportunités en termes d'investissement passif, sur des actions américaines ou aussi bien, donc là je parle d'actions, mais on peut très bien investir dans un ETF qui reproduit le SP500 avec des dividendes. Alors, ce sera peut-être moins performant que d'avoir sélectionné des actions avec un bon potentiel, mais ça garantit une performance quand même dingue. Hein, 9% par an en moyenne, 11% même, je crois. 11% par an en moyenne le S&P 500. Et puis là, si on chope le point bas ou autour du point bas, hein, autour de ce point bas là, une entrée sur un ETF S&P 500, vous imaginez, un peu. Hein. Donc il y a de très beaux bénéfices à réaliser dans tous les cas. Il y a de très belles opportunités qui vont se dessiner. Ce qu'il faut, c'est surtout se renseigner. Vous voyez, tout ce que je vous ai mis là, c'est très simple. Hein. Juste avec ces quelques connaissances-là et cette petite analyse de l'entreprise, qui prend pas des plombes, hein, on peut se trouver un beau portefeuille de 5 actions, 5, 10 actions, peu importe. Ça, c'est en fonction de chacun, comment chacun va gérer son portefeuille et son risque. Mais on peut trouver une source de revenus passive et assez importante quand même, très facilement. Avec les actions, c'est très simple. Pendant cette baisse du S&P 500 où on cherchait des shorts, justement, on peut aussi trader les actions à la vente. On peut aussi trader les actions. Sur IC Market, par exemple, on peut trader les actions à la vente. Donc du coup, ça, dans un marché à récession, dans un marché en récession, les actions baissent, chutent. Les entreprises n'obtiennent plus de crédit dans certains secteurs, surtout dans le secteur de la tech. Tout ce qui est secteur de la technologie, ça dépend énormément des crédits. Donc, quand les taux d'intérêt sont hauts, bah, moins de crédit, moins d'argent en circulation, donc actions qui dégringolent aussi. D'ailleurs, on va aller en voir une. Je vais vous en montrer une.
un truc tout con, hein, mais Apple, Apple.inc. On a eu un sacré retracement sur Apple, hein. Bon, c'est corrélé au S&P 500, hein, forcément, c'est la plus grosse entreprise du S&P 500, mais on a eu un retracement de 31%. On a eu un sacré beau retracement de 31%. Donc potentiellement, faire comment ça 40 et bah oui maintenant ouais, maintenant vu qu'on est plus bas ça fait 47%. Donc potentiellement pour aller rejoindre les plus hauts de Apple, donc là c'est pas le timing n'est pas bon mais c'est un exemple. Sur des grosses entreprises comme Apple, Google, Microsoft et d'autres, il y a eu des forts retracements en même temps que le S&P 500, hein. Il y a eu de très forts retracements et donc on pourrait profiter de cette récession, admettons, on va faire un truc, comparer S je vais mettre 500 index. Ça va me prouver comme ça. Non. On va faire un petit truc rapidos. Tac. Tac, tac, tac. Nouvelle échelle de prix. Voilà. Apple, c'est très corrélé, hein. C'est très corrélé au SP500. On le voit, hein, d'ailleurs, hein. On le voit très bien, hein. Donc, quand il y a une chute sur le SP500, enfin, quand il y a une chute sur Apple et ses grosses entreprises, ça entraîne une chute du SP500. Hein, on voit très bien que c'est extrêmement bien corrélé. Donc là, il y a cette chute-là. Si on chute potentiellement jusqu'encore, admettons, voilà, là on a eu le rebond, on chute d'à peu près la même chute avant le rebond sur le SP500. Ce qui nous donnerait le même mouvement sur, voilà, donc elle finira pas à 66, hein, l'action, on va pas se mentir, quoique en 2020, on dirait elle était à 66. Donc ouais, c'est tout à fait possible en fait. Là, ça nous ferait potentiellement un 176%. Un 176%, vous imaginez? Si là, on est juste dans le rebond avant récession et qu'on fait le même mouvement baissier, la même perte que ce premier mouvement baissier du S&P 500, donc pareil, donc là on double ce mouvement en gros, voilà, avec le Fibo je m'en suis servi pour doubler. Si on chope autour du point bas de Apple, notre prix de l'action, elle ferait 163%, je sais pas si vous imaginez. Donc c'est pour vous dire, même sur ces grosses entreprises qui ont des actions très chères, il y a un potentiel de fou à la suite d'une récession. C'est pareil pour Alphabet, enfin Google. Alphabet, tac. C'est pareil pour Alphabet. D'ailleurs, Google a fait une sacrée baisse là. 45%. 45% de baisse. Donc ne serait-ce que si on chope le point haut, on fait 82%. Vous voyez, il y a un très fort potentiel avec les actions. Là, je parle d'actions pour la plupart qui versent même pas de dividendes, hein. Apple, ils en versent pas. Google, je crois qu'ils en versent pas. Il y a Coca-Cola qui en verse. Il y a Coca-Cola. Alors, c'est quoi? C'est Cola, ouais, voilà. Non, c'est pas ça. Canada, non, c'est pas ça. Bah, pourtant. Coca. Merde, on la trouve où déjà cette action? Enfin bref, vous pourrez regarder. Mais, mais voilà, il y a de très forts, il y a de très forts potentiels, il y a de très forts potentiels durant une récession. Donc, va falloir rester à l'affût sur ces signaux pour avoir le bon timing et derrière pouvoir commencer à se pencher sur des entreprises avec du potentiel, comme on vient de le citer. Alors, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu la vidéo, enfin cette petite analyse fondamentale, petite, elle fait quand même plus d'1h40 je crois, 1h50, pratiquement 2 heures, j'en peux plus. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris certaines choses et, un peu d'indulgence, c'est la première vidéo que je fais,
Des passages, ça fait le 2 heures que je parle non-stop, moi ça m'arrive jamais, hein. Et du coup, je suis là, je bégaye un peu, mais on fait ce qu'on peut. Bah voilà les chimistes.